Vous et moi savons que la vie offre rarement des garanties, mais elle offre toujours des choix. Le plus déterminant d'entre eux est l'attitude avec laquelle nous nous levons chaque matin. Si vous vous levez en craignant que la journée soit un champ de mines, vos pas seront courts, hésitants, presque comme si vous demandiez pardon d'exister. Mais si vous vous levez fermement décidé à trouver une solution positive, quoi qu'il arrive, chaque geste prendra plus de poids, chaque parole, un autre ton. Chaque défi sera perçu comme une étape d'un scénario qui finit bien. Ce simple ajustement interne, la conviction pratique que la fin sera favorable, change silencieusement les règles du jeu. Pensez au maçon qui construit une maison sur un terrain instable. S'il commence en estimant que tout peut s'effondrer, il utilisera des matériaux bon marché et travaillera vite. Après tout, pourquoi investir dans un résultat auquel il ne croit pas ? Mais le constructeur qui a confiance en la réussite enfoncera des pieux plus profondément, mesurera 2 fois avant de couper le bois, choisira l'acier avec rigueur. Il travaille comme s'il voyait déjà la famille célébrer l'inauguration de la maison, et c'est en visualisant cet avenir qu'il conçoit le présent avec excellence. L'attitude précède le résultat. Ce principe a transformé la vie de Sara Blakely, qui, il y a des décennies, vendait des fax porte-à-porte. Un soir, épuisée après avoir entendu un nouveau « non », elle décida que sa vie se déroulerait comme si elle était déjà au sommet. Le lendemain, au lieu de s'habiller pour vendre des machines, elle s'est habillée comme la PDG de l'entreprise qui n'existait pas encore. Elle est allée dans les bureaux, non pour atteindre des quotas, mais pour tester des idées, écouter les besoins, imaginer des solutions. De ce changement d'attitude est née la graine de Spanx. Il n'y a pas eu de chance mystique. Il y a eu une action soutenue par une attente positive si forte que son cerveau a commencé à filtrer les opportunités, son discours a gagné en magnétisme, et des portes se sont ouvertes, là où il n'y avait auparavant que des murs. La science explique ce qui ressemble à de la magie. Lorsque nous choisissons une attente optimiste, nous activons dans les circuits cérébraux ce qu'on appelle le biais de possibilité. Les centres de récompense et de résolution de problèmes entrent en état d'alerte, produisant plus de dopamine et augmentant notre capacité d'attention soutenue. En termes simples, celui qui agit comme s'il allait gagner se concentre sur des solutions qu'un pessimiste ne verrait pas. Il ne s'agit pas d'ignorer les risques, il s'agit d'utiliser l'esprit comme un laboratoire, pas comme un tribunal. Il convient de rappeler que cette attitude ne naît pas de la négation des difficultés, mais de la décision délibérée de leur attribuer des rôles constructifs. L'entrepreneur qui dirige aujourd'hui une flotte de camions a commencé par charger des boîtes dans un entrepôt. Chaque fois qu'une cargaison encombrait le couloir, il imaginait que c'était provisoire, que dans quelques années, il gérerait le flux pour éviter la perte de temps et de carburant. Pendant qu'il chargeait, il observait les trajets, notait les horaires, calculait les poids. Il agissait comme un futur gestionnaire. Lorsque l'opportunité s'est présentée, il avait en tête un manuel d'efficacité qu'aucun cours ne lui aurait donné, car il avait agi pendant des années, comme si la fin heureuse était certaine. Vous pouvez tester la puissance de ce principe dès aujourd'hui. Choisissez quelque chose de simple, peut-être une conversation difficile que vous remettez à plus tard. Engagez-vous comme si la relation était garantie, comme si vous en sortiez tous les deux plus forts, même s'il n'y a aucun signe de cela. Remarquez comment votre voix s'adoucit, comment vos paroles deviennent plus claires. Observez ensuite comment l'autre réagit à cette énergie de confiance, car les gens ont tendance à aligner leur comportement sur l'émotion dominante de l'environnement. Au final, vous vous rendrez compte que le « comme si » n'est pas de la simulation. C'est un catalyseur de comportement qui crée leur propre réalité. Par conséquent, avant de parler de stratégie, d'objectifs ou de liste de tâches, nous devons ajuster la lentille. Le destin que vous désirez n'est pas un prix qui arrivera par courrier recommandé. Il est construit dans chaque décision prise avec la certitude sereine que plus tard, tout trouvera sa place. Le monde a montré qu'il respecte et récompense ceux qui avancent avec détermination. La question qui restait, à partir de maintenant, choisirez-vous d'être un spectateur craintif ou un protagoniste qui connaît déjà la fin victorieuse? La réponse déterminera non seulement votre humeur de ce jour, mais toute l'architecture de votre histoire. Commençons par l'idée que le monde extérieur réagit comme un miroir poli à la façon dont nous nous présentons devant lui. Remarquez, lorsque nous marchons dans les couloirs de la vie les épaules courbées par le doute,
nous transmettons à l'environnement un message silencieux d'insécurité. Et, comme de bons interlocuteurs, les événements et les personnes renvoient souvent de l'hésitation et des portes entr'ouvertes. Cependant, lorsque nous choisissons une attitude de conviction, quelque chose bouge, non seulement en nous, mais aussi chez les autres. C'est comme si nous disions à la réalité « Je suis prêt pour un résultat positif, agissez en conséquence ». Les signes de réponse peuvent sembler subtils au début, mais ils convergent vers des opportunités qui, pour l'observateur sceptique, apparaissent comme des coïncidences. Howard Schultz, des années avant de transformer Starbucks en synonyme mondial de café, était un jeune homme qui vendait des machines à café à de petits commerces. À chaque visite, il ne parlait pas seulement de la pression de l'eau ou de la température de la chaudière. Il décrivait, les yeux brillants, un avenir où le café serait un rituel social d'inspiration italienne, servi dans des tasses en porcelaine jusqu'alors impensables dans les supermarchés de quartier. Beaucoup écoutaient et froncèrent les sourcils. « C'est trop ambitieux pour notre clientèle », disait-il. Mais le point crucial est que Schultz se comportait déjà comme s'il possédait une chaîne de café prête à ouvrir. Il s'habillait comme tel, notait les retours comme s'il s'agissait de données de recherche formelles, articulait des idées comme s'il présentait des projections à des actionnaires. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était la conscience que, s'il n'adoptait pas cette attitude en premier, personne ne le ferait à sa place. Finalement, un client a vu la viabilité de ses convictions et a fait le lien avec des investisseurs. Ce qui semblait de l'obstination s'est révélé être une préparation anticipée à la bonne occasion. Ce phénomène trouve un écho dans les neurosciences sociales. Des études sur l'amorçage comportemental révèlent que notre corps lit les signaux internes, posture droite, regard ferme, respiration régulière, et envoie au cerveau le message que nous sommes en terrain favorable. Par conséquent, nous augmentons notre production de neurotransmetteurs liés à la confiance et à la créativité, élargissant le répertoire des décisions possibles. L'esprit, renforcé par ce circuit, voit des solutions qui, en état défensif, resteraient invisibles. Il n'y a pas de magie ici, il y a de la biochimie, de la perception et de la réponse. La pratique quotidienne de cette attitude commence dans les détails. Un appel téléphonique pour proposer un partenariat peut être mené sur un ton angoissé de celui qui craint le rejet, ou avec la voix claire de quelqu'un qui croit à la valeur mutuelle de la proposition. La même phrase, « J'ai une idée qui peut nous aider » change de poids lorsqu'elle est empreinte de conviction. L'interlocuteur capte les nuances, même sans s'en rendre compte, et ajuste son intérêt en fonction de l'énergie reçue. De nombreuses négociations sont gagnées ou perdues, avant la première ligne du contrat, au moment où l'attitude mentale du proposant transparaît. Mais il ne suffit pas de redresser les épaules pendant une journée et d'attendre des applaudissements immédiats. La force transformatrice provient de la continuité. L'attitude positive est un muscle. Elle ne prend de la puissance que lorsqu'elle est entraînée de manière cohérente, surtout sous pression. Il est facile de sourire lorsque le bilan est positif. L'épreuve réelle se produit lorsque l'imprévu interrompt le flux de trésorerie. C'est à ce moment que l'esprit entraîné à attendre une fin favorable recherche des solutions créatives, tandis que l'esprit conditionné à l'échec accumule les justifications. Essayez pendant 7 jours un exercice simple. Au réveil, imaginez un scénario victorieux pour chaque engagement important, comme si vous aviez déjà vécu le résultat souhaité. Habillez-vous, parlez et planifiez en fonction de cette hypothèse. Il ne s'agit pas de vous faire d'illusions, gardez les yeux ouverts sur les risques, mais permettez à l'anticipation positive d'être votre boussole. Notez, en fin de journée, combien de connexions, d'idées ou de petits succès sont apparus. Vous découvrirez que cette attitude est moins un vernis et plus le fondement qui soutient tout l'édifice des résultats. Si nous allons un peu plus loin que l'attitude et que nous observons le fonctionnement interne de l'esprit, nous découvrons quelque chose d'encore plus révélateur. Le cerveau croit en ce que vous répétez avec constance. La manière dont vous agissez conditionne vos pensées plus fortement que vous ne l'imaginez. Et voici l'une des clés les plus importantes et pourtant peu discutées du succès. Il n'est pas nécessaire d'attendre que la croyance vienne en premier pour commencer à agir. Souvent, c'est l'action qui génère la croyance. Le cerveau humain est un excellent exécutant, mais un piètre questionneur lorsqu'il s'agit de répétition. Lorsque vous adoptez le comportement de quelqu'un qui croit au succès,
même avant de l'atteindre, votre esprit commence à réinterpréter les signaux autour de vous comme si ce résultat était déjà la norme. Cela crée une boucle de rétroaction puissante. Le comportement nourrit la pensée, qui à son tour renforce le comportement, qui façonne ensuite la réalité. Il ne s'agit pas d'auto-illusion, mais de neuroplasticité appliquée. En nous comportant comme si quelque chose était vrai, le cerveau crée des connexions synaptiques pour soutenir ce nouveau schéma. Un exemple frappant vient de João Pedro, un vendeur de voitures de l'intérieur du Brésil. Il travaillait dans une petite concession qui atteignait rarement ses objectifs de vente mensuels. Ses collègues considéraient chaque client comme un visiteur incertain, peut-être un curieux, peut-être une perte de temps. João, quant à lui, a décidé de faire une expérience personnelle. Pendant 30 jours, il se comporterait comme si chaque client qui franchissait la porte était à 90% enclin à acheter. À partir de cette décision, il a changé sa façon de marcher dans le parc, la manière dont il recevait les gens et même la façon dont il organisait son bureau, comme s'il était sur le point de conclure une affaire importante à chaque rendez-vous. Le premier jour, rien ne s'est passé. Le deuxième, une dame âgée a écouté ses suggestions et l'a remercié, mais est partie. Le troisième, un jeune couple a réfléchi. Mais le 8e jour, une famille est revenue, enchantée de la façon dont João les avait traités, et a acheté 2 voitures. Après cela, les ventes ont commencé à affluer. En 1 mois, il avait doublé son objectif. Non pas parce qu'il avait étudié une nouvelle technique de vente, mais parce qu'il avait convaincu son propre cerveau de voir chaque personne comme une réelle opportunité. Et cela a modifié son langage corporel, son écoute active, son empathie, et la perception que les autres avaient de lui. Ce principe est solidement ancré dans la psychologie comportementale. Le concept de « act as if », agissez comme si, est utilisé, notamment dans les cliniques, pour traiter les patients souffrant d'anxiété sociale. Les personnes sont encouragées à adopter des comportements confiants, même avant de se sentir confiantes. Et les résultats, dans de nombreux cas, sont supérieurs à ceux des approches basées uniquement sur l'analyse rationnelle. Le corps, en mouvement, rééduque l'esprit. Vous pouvez commencer par de petites répétitions. Lorsque vous êtes confronté à une situation qui vous intimide habituellement, une réunion importante, une présentation, un premier contact avec une personne influente, arrêtez-vous, respirez profondément et demandez-vous « Comment agirait ici quelqu'un qui sait déjà que tout va bien se terminer ?» Ensuite, imitez le ton de la voix, le geste, le choix des mots. Et répétez. La répétition est l'ingrédient oublié de la transformation. Cela ne signifie pas ignorer la réalité ou se cacher derrière une performance. Au contraire, il s'agit de confronter la réalité avec la décision délibérée de la façonner par le comportement. Et en faisant cela de manière constante, vous découvrez que ce qui semblait être de l'optimisme devient, avec le temps, une perception affinée. Vous commencez à voir le monde non pas comme il est, mais comme il pourrait être, et c'est le premier pas pour le transformer. Car, en fin de compte, le cerveau apprend de ce que vous faites, pas seulement de ce que vous pensez. Lorsque nous nous permettons d'agir comme si tout allait bien se terminer, non seulement nous créons un cycle de croyances et de comportements, mais nous ouvrons également un espace mental pour élaborer des stratégies plus efficaces. La peur et le doute occupent un volume énorme de notre capacité cognitive. Elles nous maintiennent vigilants, certes, mais elles nous distraient également, nous fragmentent, nous épuisent. C'est comme essayer d'assembler un puzzle avec des pièces mouillées, aussi bien que vous vous efforciez, elles glissent. Alors que l'esprit qui travaille sous l'attente d'une fin positive fonctionne avec clarté, avec concentration, avec précision. Il planifie avec logique, anticipe avec intelligence, corrige avec agilité. Il est facile de vérifier cela dans la pratique. Rappelez-vous d'une situation où vous étiez sous pression négative, sans croire que quelque chose pouvait réussir. Quelles étaient vos pensées? Elles tournaient probablement autour de justifications, d'excuses, d'hypothèses catastrophiques. L'énergie allait à la peur de l'erreur, et non à la création d'alternatives. Pensez maintenant à un moment où vous, même sans garantie, avez profondément cru que cela réussirait. Vous vous souvenez comment des solutions qui semblaient invisibles auparavant sont apparues? Comment les connexions avec les gens étaient plus fluides? Comment vous pensiez plus clairement? Cette différence n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence.
J'ai un jour entendu l'histoire de Renata, une femme qui, à 42 ans, a été licenciée d'une entreprise où elle avait travaillé pendant près de 2 décennies. Sans expérience dans d'autres domaines et avec 3 enfants adolescents, elle a ressenti pendant quelques jours le poids de l'effondrement imminent. Mais ensuite, une nuit blanche, elle a fait un choix. Je vais agir comme si c'était la meilleure chose qui me soit arrivée. Elle a commencé à se réveiller tôt, à revoir d'anciennes notes, à étudier la logistique et le transport, un sujet qui l'avait toujours intéressée, mais qu'elle n'avait jamais exploré par peur de prendre des risques. Elle a ouvert une feuille de calcul vierge et a commencé à élaborer le plan d'un petit service de livraison urbaine axé sur la sécurité et la ponctualité. Elle n'avait ni argent ni contact dans le secteur, mais elle a agi comme si elle dirigeait déjà une opération en expansion. Elle a loué un minuscule bureau, imprimé des prospectus, proposé des partenariats avec des fleuristes et des papeteries de la région. En quelques mois, elle avait 2 motocyclistes qui travaillaient avec elle. 1 an plus tard, elle opérait dans 4 quartiers et aujourd'hui, elle dirige une flotte de 8 véhicules. Le secret ? Ce n'était pas une idée géniale, ni un coup de chance. C'était l'espace mental qui s'est ouvert lorsqu'elle a cessé de fonctionner sous le prétexte que tout allait empirer et a commencé à planifier comme si tout, inévitablement, allait s'améliorer. Cette attitude est soutenue par la science. Des études montrent que les émotions positives activent la région préfrontale du cerveau, associée à la prise de décision et à la planification à long terme. À l'inverse, la peur chronique active le système limbique, plus réactif et plus primitif. Autrement dit, le pessimisme rétrécit notre horizon. L'optimisme nous redonne accès à nos capacités de réflexion élaborées. Vous pouvez entraîner cela en repensant à la façon dont vous structurez vos tâches. Au lieu de vous demander « et si ça tourne mal ?», commencez par « comment puis-je faire en sorte que ça fonctionne ?» Cette simple question change la perspective, du problème à la solution. Au lieu d'anticiper les échecs, construisez ce que j'appelle des scénarios de succès et tracez les chemins qui y mènent. Avec le temps, votre esprit s'habitue à penser en fonction du résultat souhaité et non de celui redouté. Et lorsque ce changement s'installe, vous ne pensez pas seulement mieux, vous agissez mieux. Et lorsque vous agissez mieux, vous récoltez de meilleurs fruits, car l'avenir, bien qu'incertain, tend à favoriser ceux qui le construisent avec détermination. Agir comme si tout allait bien se terminer ne nous rend pas immunisés aux difficultés, mais nous rend beaucoup plus résilients face à elles. L'optimisme, lorsqu'il est cultivé comme une habitude, transforme notre manière de gérer les obstacles inévitables. Non pas parce que la douleur disparaît, mais parce que nous apprenons à la voir dans un récit plus large, où la fin peut encore être positive. C'est cette vision qui empêche une défaillance temporaire d'être interprétée comme un échec définitif. La résilience n'est pas une résistance aveugle. Ce n'est ni de l'entêtement, ni un déni de la réalité. C'est la capacité à traverser des périodes difficiles en maintenant son équilibre intérieur. Et l'attente d'une issue positive est ce qui ancre cet équilibre. Lorsque nous attendons le pire, chaque faux pas semble confirmer que nous sommes condamnés. Mais lorsque nous gardons vivante l'hypothèse d'une fin constructive, chaque obstacle est perçu comme une étape de l'ascension. Inconfortable, mais nécessaire. Cette vérité s'est révélée de manière impressionnante dans l'histoire de Miguel. Un coureur de fond qui, sur le point de participer à ses premiers Jeux olympiques, a subi une blessure au genou à moins de 2 mois du départ. Les médecins ont été clairs, les chances de guérison complète étaient minimes. Les sponsors se sont retirés, la presse l'a ignoré, et même ses entraîneurs parlaient déjà du cycle suivant, 4 ans plus tard. Mais Miguel a choisi d'agir comme s'il était en compétition. Non par entêtement, mais par stratégie. Il a continué à entraîner son tronc, ses bras, sa respiration, son alimentation. Il regardait les courses précédentes de ses futurs adversaires et élaborait des stratégies, comme s'il était sur la piste. Lorsqu'il a été autorisé à recommencer à courir, à moins de 10 jours de l'événement, il a surpris tout le monde. Son corps n'était pas à 100%, mais son esprit était vif. Lorsqu'un des athlètes de l'équipe officielle s'est blessé 2 jours avant la course, Miguel a été appelé en remplacement. Il n'a pas gagné de médaille, mais il a terminé la course dignement.
dépassant sa propre meilleure performance. Plus important encore, le comité sportif a reconnu son attitude et l'a maintenu dans le programme de soutien jusqu'au cycle suivant, où il est finalement monté sur le podium. Ce comportement initial, apparemment illusoire, de continuer à agir comme s'il était en compétition, a sauvé sa carrière. Ce type de résilience naît de la répétition d'une attitude intérieure. Ça va encore avoir du sens. Cette phrase, vécue avec conviction, donne la force de supporter les licenciements, les rejets, les ruptures, les chutes. Elle ne nous rend pas froid, mais préparés. Le secret est de comprendre que ce qui semble être une fin peut être une pause. Ce qui semble être une perte peut être un détour. Et la seule chose qui nous permet de traverser cette incertitude avec lucidité est la pratique de la pensée constructive. Cela ne signifie pas de se boucher les oreilles face à la souffrance. Cela signifie d'écouter la souffrance avec la certitude qu'elle n'est pas le dernier mot de l'histoire. Lorsque nous agissons avec cette conscience, nous réagissons avec moins de désespoir et plus de stratégie. Nous examinons les faits avec froideur, mais sans froideur dans l'âme. Et cette combinaison, analyse rationnelle et foi en l'avenir, est l'une des plus puissantes ressources de l'esprit humain. Vous pouvez appliquer cela dès maintenant face aux petites frustrations quotidiennes. Au lieu de vous plaindre d'un agenda non respecté, demandez-vous: comment cet échec peut-il ouvrir la voie à quelque chose de mieux? Au lieu de considérer un refus comme une condamnation, voyez-le comme une invitation à l'amélioration. Il ne s'agit pas de romancer l'échec, mais de l'utiliser. Et cette capacité ne naît pas d'une formule magique, mais de la décision quotidienne de continuer à se comporter comme quelqu'un qui sait qu'en fin de compte, tout concourt à la même fin. Tout construit. Tout pousse vers l'avant si vous continuez à avancer. Le monde, bien qu'il puisse sembler indifférent, répond avec une précision remarquable à l'énergie que nous projetons. Non par mysticisme ou hasard, mais par un mécanisme très humain. Les gens réagissent instinctivement à la clarté, à la conviction et à la confiance. Lorsque vous vous comportez comme quelqu'un qui croit profondément en son destin, vous transmettez quelque chose qui attire le soutien, l'attention et, souvent, la collaboration. Ce que nous appelons coïncidence ou chance est souvent simplement le reflet de votre énergie dominante reconnue, même inconsciemment, par les autres. Il est important de comprendre que l'être humain, dans sa nature sociale, répond davantage aux signaux qu'aux paroles. Un regard ferme communique plus qu'un discours éloquent. Un geste assuré ouvre plus de portes qu'un curriculum vitae impeccable. Et cela devient évident lorsque nous observons le comportement des personnes qui obtiennent des opportunités bien au-delà de ce que leurs ressources initiales semblaient permettre. Le point commun entre elles n'est pas la chance, mais la manière dont elles évoluent dans le monde, comme si elles savaient déjà où elles veulent aller et qu'elles y arriveront. Carlos était un jeune musicien de quartier, sans contact dans l'industrie, sans soutien financier, mais avec une conviction inébranlable. Il voulait enregistrer son premier album et faire connaître ses compositions au monde. Au lieu de se lamenter sur le manque d'opportunités, il a commencé à agir comme s'il était sur le point de sortir son disque. Il a créé des pochettes fictives, des scénarios de clips vidéo, des programmations de concerts, le tout dans un vieux carnet. Il s'habillait avec soin, présentait ses idées avec enthousiasme, comme s'il était déjà en phase de production. Lors d'une de ses prestations amateurs, dans un bar avec un peu plus de 20 personnes, un producteur présent a remarqué non seulement la musique, mais aussi son attitude. Quelques jours plus tard, il lui a offert une véritable opportunité d'enregistrement en studio. L'entrepreneur déclara plus tard « Ce n'est pas la musique qui m'a convaincu en premier. C'est la façon dont il croyait en ce qu'il faisait. Il m'a fait voir ce qu'il voyait. » C'est la force invisible d'une énergie positive dominante. Lorsque vous agissez avec clarté d'intention, un enthousiasme authentique et une discipline visible, vous devenez un point de repère. Les personnes fatiguées de l'indécision se rapprochent de celles qui inspirent la direction. Cette force influence également la façon dont on se souvient de vous. Le monde est plein de professionnels compétents, mais les plus mémorables sont ceux qui laissent une empreinte émotionnelle. Et personne ne laisse d'empreinte émotionnelle par le doute. L'empreinte vient d'une assurance sereine, d'une certitude qui n'a pas besoin de crier, d'une attitude cohérente, avec un but qui n'est pas encore réalisé, mais déjà vécu intérieurement. Vous pouvez commencer à travailler cela à tout moment.
Lors de votre prochaine réunion, même informelle, comportez-vous comme quelqu'un qui a déjà quelque chose de précieux à offrir. Utilisez des mots clairs, prenez des initiatives, montrez une véritable attention. Lorsque vous présentez une idée, ne la traitez pas comme une possibilité fragile, mais comme un projet en développement. En cas de refus, gardez la posture de celui qui sait que la prochaine porte s'ouvrira. Ne dramatisez pas les obstacles. Ne rabaissez pas votre rêve. Continuez simplement avec l'énergie de celui qui sait qu'il est sur la bonne voie. La vérité est que le monde est à la recherche de repères. En temps d'incertitude, tout le monde cherche celui qui inspire la sécurité, même silencieusement. Non pas parce que ces personnes ont toutes les réponses, mais parce qu'elles manifestent une ferme détermination à trouver les bonnes réponses. Cette détermination ne s'enseigne pas avec des mots. Elle se transmet par la façon de marcher, d'écouter, de décider. Par conséquent, l'énergie avec laquelle vous vous présentez est souvent la première négociation que vous faites avec le monde. Avant tout contrat, il y a un accord invisible, celui d'être pris au sérieux. Et cet accord n'est conclu que lorsque vous prenez les rênes de votre propre récit intérieur. Comportez-vous comme si tout allait bien. Et vous verrez combien de regards commenceront à vous voir comme faisant partie de quelque chose de grand, même s'ils ne savent pas encore quoi. Maintenant que nous avons parcouru ensemble ces 5 points clés, il est peut-être plus clair, se comporter comme si tout allait bien n'est pas un acte d'illusion, mais une décision pratique et stratégique. Cela ne signifie pas ignorer les défis, mais les affronter avec l'attitude de celui qui a déjà décidé que la fin serait constructive. Ce choix modifie la qualité de vos pensées, transforme votre langage corporel, améliore vos décisions et attire des connexions plus solides. Il est facile d'être sceptique. Il est facile de reporter ses rêves en attendant des signes garantis. Mais le véritable leader de soi-même est celui qui agit avant que le monde ne l'autorise, qui plante avant que la pluie ne tombe, qui continue même lorsque tout semble improductif, parce qu'il agit sur la conviction que le résultat vaut l'effort. C'est la différence entre celui qui survit simplement et celui qui transforme son parcours. Rappelez-vous, peu importe d'où vous commencez, ni ce qui vous manque aujourd'hui. Ce qui déterminera votre prochain chapitre est la façon dont vous décidez de marcher à partir de maintenant. Si aujourd'hui vous vous déplacez avec l'esprit concentré sur la possibilité d'un résultat positif, votre énergie changera. Votre regard sera plus attentif. Vos paroles plus fermes. Vos actions plus cohérentes. Et lorsque cela se produit, le monde répond. Les gens réagissent. Des chemins apparaissent. L'invisible s'organise. Alors, n'attendez pas un autre signe. Devenez le signe. Soyez le premier à croire en votre vision. Soyez le premier à vous traiter comme quelqu'un qui mérite de réussir. Et marchez avec la posture de celui qui est déjà en route vers ce qu'il a choisi de conquérir. Car au fond, la vie a toujours été généreuse avec ceux qui ont décidé d'agir comme si tout allait bien et ont persévéré jusqu'à ce que cela devienne vrai. Commencez aujourd'hui, maintenant. Comportez-vous comme si tout allait bien et observez ce qui se passe.